Ok, là on est en début d'année, on est en tout début d'année, pour tout te dire on est début janvier, il y a un super beau soleil. J'ai rendez-vous ce matin avec ma banque pour lui proposer un nouveau projet. Alors que j'ai pas encore fini de vendre mon immeuble. Pour rappel, j'ai 3 appartements qui sont encore sous compromis. Je vais essayer de les convaincre. Bon, après en tant qu'ancien courtier, j'ai quand même de quoi les convaincre. Je connais la plupart des erreurs que les gens font et il y en a 5. Il y a 5 erreurs que les gens font qui fait que 90% des dossiers sont refusés dans ce genre de cas. Donc là, l'objectif, ça va être que tu m'accompagnes durant le rendez-vous, que je puisse te parler aussi des 5 erreurs que les gens font la plupart du temps et qu'on puisse voir si j'ai pu convaincre mon banquier de m'accompagner sur le projet. Allez, c'est parti. Bon. J'ai 2 heures devant moi pour pouvoir aller au rendez-vous. Donc je suis vachement en avance. Je vais donc profiter de ce moment pour pouvoir t'expliquer quelles sont ces 5 erreurs. Quelles sont ces 5 erreurs que les gens font très souvent. Et surtout, avant ça, il faut que je t'explique un peu le contexte. Donc du coup, pour rappel, j'ai acheté un immeuble dans le Nord, un immeuble dans un sale état. Et cet immeuble-là, bonjour madame, pardon. Et cet immeuble-là, je l'ai vendu, je suis en train de le vendre à la découpe. Donc j'ai vendu déjà 2 premiers lots en juillet de l'année dernière. Et ensuite, hop, je suis sous compromis pour 3 autres lots. D'accord ? Allez, je te reprends tout de suite. Donc pour reprendre ce que je te disais, j'ai donc revendu. Je suis à contre-jour, on va voir si c'est mieux comme ça. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Donc j'ai revendu, j'ai vendu déjà 2 lots officiellement, ça c'est bon, c'est carré. Et là je suis en train de vendre également 3 lots. Maintenant l'objectif c'est de pouvoir convaincre la banque de m'accompagner sur le futur projet que je suis en train de faire. Là c'est pas un immeuble, c'est un appartement à rénover. C'est un peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Pour moi clairement l'immeuble là c'est un très très gros challenge. Surtout que je ne l'ai pas rénové, je suis les rénovations derrière, enfin la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc énormément de choses que je suis en train de faire et d'apprendre en même temps. Là on est sur un cas qui est très différent. L'appartement il a été acheté, il était vendu 230 000 €. Ok, donc je te disais l'appartement il a été vendu initialement 230 000 € et j'ai pu négocier une baisse d'environ 17%, 20%, donc ce qui est pas mal parce que déjà c'est le minimum, c'est au minimum la marge que la banque te demande dans le cadre d'une activité de marchand de biens. On te demande en général 20% de marge. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment top et que je vais mettre en avant. Mais quelles sont les 5 erreurs que les gens font très souvent? En numéro 1, c'est de parler du projet et non du profil. Les gens vont avoir tendance à parler de leur projet. Voilà, j'ai un projet qui est super top, il y a tant de rentabilité, il fait ci, il fait ça, etc., etc. Mais en fait, la banque elle finance pas ton projet, c'est le profil qu'elle finance. Elle veut savoir si le profil il est à risque ou pas. Et c'est là où les gens s'égarent souvent. Ils se disent en fait mon projet il est top et je comprends pas pourquoi on m'a pas suivi. Parce que peut-être que t'as pas une situation financière qui est stable, t'es pas en CDI ou t'es pas en CDD depuis longtemps, peut-être que t'as pas d'apport. C'est toi qu'on finance, c'est pas ton projet. Donc erreur numéro 1, c'est de demander, c'est de mettre en avant ton projet et non ton profil. Erreur numéro 2. Les gens viennent sans plan de financement clair. Ils viennent voir la banque et ils disent « Bonjour, j'ai besoin de 200 000 € pour un projet. » Mais 200 000 € c'est pourquoi? Pour financer le bien, pour financer les travaux. Il n'y a pas de plan de financement qui ont été faits en amont. Et comme dans chacune de mes vidéos, je t'invite vraiment à partir voir un courtier, un spécialiste du financement, ou de commencer déjà à parler avec ta banque pour qu'elle puisse comprendre
ce que tu veux faire, etc. Que tu puisses comprendre ce qu'elle attend. Ça, c'est l'erreur que les gens ils font souvent. C'est qu'ils se disent, ok, j'ai besoin de 200 000 euros, basta. Non, t'as pas besoin de 200 000 euros. Parle des frais de notaire, parle de la négociation que tu as pu faire. Tu as vu, j'en ai parlé là tout à l'heure. J'ai pu faire une négociation de 20%. Le bien il vaut tant à la base, j'ai pu l'avoir à temps. Parle des travaux, combien de temps les travaux vont durer. Est-ce que tu veux payer les mensualités entre temps, ou est-ce que tu veux un différé total ou un différé partiel? Est-ce que tu es capable de pouvoir avoir un différé partiel ou payer les mensualités? Est-ce que tu as de l'apport? Voilà, c'est tous ces éléments là en fait que tu dois ramener. Venir voir le banquier et lui dire j'ai besoin de 200 000, ça lui sert pas à grand chose. Donc essaie de venir avec un plan détaillé et essaie de faire en sorte que le banquier puisse comprendre là où tu veux en venir. Erreur numéro 2. Ok, nous voilà dans la voiture. Avant de te parler du point numéro... hop, je pense que ça va être mieux là. Attends, je vais voir si c'est pas mieux comme ça. Ah, c'est largement mieux comme ça. Donc avant de te parler du point numéro 3, j'ai envie de te parler d'une petite anecdote là, pendant que mon véhicule il chauffe. En fait, tu vois, sur le projet que je suis en train de faire actuellement, j'ai eu quelques mésaventures, dont une importante, c'est que en fait mon client actuel, mon premier client, celui qui a acheté mes 2 lots, initialement il devait en acheter 4. Malheureusement, il n'a pas pu en acheter 4 parce que la banque ne finançait pas les 4. Donc il a fallu faire preuve d'ingénierie et de voir ce qui était réaliste ou pas. Est-ce qu'il était préférable de pouvoir vendre 2 lots, 4 lots plutôt que 0, tu vois. Donc c'est vrai que c'est hyper chiant quand tu te projettes, surtout que j'avais fait ce qu'on appelle de la prévente, donc j'avais déjà trouvé un acquéreur avant même d'avoir signé moi-même mon compromis, hein, mon acte définitif, et ça c'est hyper rassurant pour un marchand de biens. C'est un peu comme de la vente sur plan dans le neuf, sauf que voilà, il y a eu cet aléa là, et cet aléa là tu vas le rencontrer très souvent, et ça fait un lien justement avec l'erreur numéro 3. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire un avenant, de prolonger et de proroger la date des conditions suspensives, de manière à ce qu'il puisse avoir un financement sur 2 lots et non sur 4. Et c'est ce qui est fait et ce qui s'est passé. Et donc du coup là, ça me permet de faire le lien justement avec le point numéro 3. L'erreur numéro 3 que les gens font très souvent, c'est qu'en fait ils vont avoir tendance à mentionner les difficultés actuelles. Tu vois, les gens ils vont dire par exemple au banquier, ouais, en ce moment, lorsque le banquier va te poser une question très anodine, que tu penses anodine, alors comment ça se passe, votre projet actuellement, les gens vont vouloir faire preuve de sincérité et ils vont dire bah c'est un peu compliqué, je galère un peu, mais non, en fait là t'as déjà perdu, tu vois. La banque elle cherche une raison de te dire non. Ça c'est un truc que tu dois comprendre, parce que elle a peur que ça se casse la gueule à la fin. C'est un point qui est important. Donc quand tu dis je galère à vendre, elle entend pas je galère à vendre, elle entend mon projet c'est un échec. Tu vois, elle entend une chose différente. Quand tu lui dis ouais les taux ont monté, c'est un peu dur de pouvoir acheter au bon prix, etc. Elle, ce qu'elle voit, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas anticipé, par exemple. Si tu lui dis j'ai dû baisser mes prix, elle entend quoi? Ben, il a mal acheté. Donc c'est refus, 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 refus. Toujours le résultat à la fin c'est refus. Pas parce que tu t'es blanc, pas parce que tu t'es planté, tu vois, mais parce que tu as montré qu'il y avait un doute. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que tu dois présenter uniquement les points positifs. Et tu vois, c'est pour ça que je te fais le lien avec l'anecdote dont je te fais part. Parce que initialement, je devais vendre à un propriétaire 4 lots sur 5. C'était du bénéf. J'avais plus grand chose à faire après. Tu vois. Et là, en fait, bah, j'ai dû en vendre 2 sur 5. Donc, ce que je vais voir, quand je vais voir la banque, parce que la banque, je lui avais présenté déjà qu'il y avait un compromis pour les 4 lots. Et elle va m'en faire part. Elle, ce que je vais lui dire, je vais pas lui dire oui, bah, au final le client il a pas eu son financement, parce qu'elle va me demander mais pourquoi et comment ça se fait au final que vous en êtes arrivé là. Mon but c'est pas de lui dire oui, mon client n'a pas eu son financement, il a galéré, parce qu'elle pourrait comprendre j'ai mal choisi mon profil.
Non, là ce que je vais mettre en avant, c'est il y a eu une réorientation stratégique. Il a été préférable de vendre 2 lots à ce client-là de manière à pouvoir ventiler et vendre 2 autres lots à la découpe, mais un peu plus cher, afin de faire plus de marge. Tu vois, vrai ou pas, elle n'ira pas vérifier. Mais au moins toi tu montres que tu es dans un état d'esprit de progression et dans une réflexion qui va dans ce sens-là. Et elle, tu lui donnes pas de raison d'avoir des refus. Bon là je vais prendre la route. On se donne rendez-vous devant la banque. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai exactement si la banque a décidé de m'accompagner ou non. Et voilà, tout simplement. Ok, on est arrivé. On est arrivé là. Hop. On est sur la rue des banques. Attends, je vais te montrer un petit peu. Alors, là tu vois, il y a toutes les banques qui sont là. Donc ce qui est cool, c'est que tu peux aller en voir plusieurs en même temps. S'il y en a une qui te dit non, tu peux toujours aller voir les autres. Bon, j'ai rendez-vous dans quelques minutes. Mais avant ça, je voulais te parler du 4e point. Et le 4e point, je vérifie l'heure. Le 4e point, c'est une erreur aussi que les gens font souvent. Qu'est-ce que c'est ce 4e point? La 4e erreur que les gens vont faire lorsqu'ils vont partir voir une banque, c'est qu'ils vont partir voir la banque, qu'ils vont demander de l'argent sans soumettre de garantie. Je m'explique. Alors quand tu vas acheter ton bien, le banquier va venir, il va te demander, enfin toi tu vas plutôt voir le banquier, tu vas lui dire ok, j'ai envie d'acheter ce bien là à 250 000 €. Et le banquier va te dire ok, très bien, mais du coup qu'est-ce que tu mets en garantie? Quand il dit qu'est-ce que tu mets en garantie, en gros c'est qu'est-ce que tu mets sur la table. Alors les moyens gros vont mettre ce qu'on appelle du nantissement. Ils vont dire ok, bah voilà, moi je te propose de nantir une assurance vie, je te propose d'hypothéquer un autre bien sur lequel il n'y a plus de crédit, etc. Par exemple, c'est quelque chose que je pourrais faire moi techniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne vends pas les biens, je décide de ne pas vendre mes 3 derniers lots, mais vu qu'ils n'ont plus de crédit là-dessus, je les valorise et je dis bah voilà, eux je vais les mettre en hypothèque sur mes projets. Et ça me permet de pouvoir grandir comme ça malgré tout, tu vois. Donc le fait de ne pas avoir d'apport en soi, c'est pas une fin. Dès lors que tu as de l'immobilier, le plus important c'est d'avoir de l'immobilier, plus que d'avoir de l'apport. Mais le cas le plus classique et ce qui est demandé le plus souvent, qu'est-ce que c'est? C'est de ramener de l'apport. Je vois encore trop de personnes qui partent sur un projet et qui ne veulent pas mettre d'apport. Il y a encore trop de personnes qui font ça. Non, moi je viens de faire un 110%, moi j'ai envie de ramener le moins d'apport possible. Mais attends frérot, explique-moi, tu vas faire une marge à 20%, t'es pas prêt à mettre 10% de l'épargne que t'as? Si t'as de l'épargne, c'est pas censé, c'est pas normal ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire autrement, tu vois. Donc l'erreur numéro 4, c'est de ne pas ramener de garantie. Si vous avez de l'apport, vous avez de l'épargne, vous avez de l'immobilier sur lequel il n'y a plus de crédit, vous avez des assurances vie, vous les proposez, vous les mettez. Ok? Bon, là je vais aller à mon rendez-vous, je vais profiter de l'avance que j'ai encore et on se dit à tout à l'heure, je te raconte comment ça s'est passé. Allez, à tout à l'heure. Ok, on arrive sur la dernière erreur. Bon, alors j'ai le sourire parce que ça s'est bien passé mon rendez-vous avec la banque, déjà pour commencer. Deuxièmement parce que vu le temps qu'il fait, vu comment il pleut, il faut au moins garder le sourire. Parce que sinon on va... T'as vu, durant toute la vidéo, il y a eu limite une time-lapse. Il a fait beau, il y a eu un soleil, il a commencé à faire gris, là il pleut. Le temps il est changeant. Un peu comme nos humeurs d'ailleurs. Donc, comment le rendez-vous s'est passé? Ça, je te le dis à la fin de la vidéo. Ce que je vais te dire là tout de suite, c'est l'erreur numéro 5. Et en plus, elle est en lien avec la fin de la vidéo. Et est-ce que la banque est prête à me suivre ou non sur ce projet? L'erreur numéro 5, c'est de ne pas mettre en avant je regarde l'heure, excuse-moi. De ne pas mettre en avant, de ne pas négliger la relation long terme. La relation long terme, c'est quelque chose d'hyper important. Si tu suis mes vidéos, je te le dis à chaque fois, c'est bien d'avoir des bons rapports avec tes conseillers financiers. Donc, je pense que les gens ils vont souvent avoir le réflexe de bosser un peu en coup de fusil. Tu vois, ils vont souvent avoir le réflexe de se dire ok,
bon, le banquier n'est pas là pour m'aider, c'est pas mon ami, je vais le voir 1 fois par an ou 3 fois par an, et en fait je suis un inconnu pour lui, il me connaît pas, tu vois. Et même quand il y a un projet, même quand mon projet se passe bien, en fait je vais pas lui réserver un petit truc, un petit cadeau, quelque chose, tu vois, un présent pour lui faire comprendre merci, tu vois. Oui, c'est son métier, mais tu peux lui dire merci quand même. Et je pense que ça, c'est un problème que les gens ils ont, c'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte que le banquier, c'est un partenaire. Ton banquier, c'est un partenaire financier. Ça, vraiment, il faut que tu le prennes en compte. Ton banquier est un partenaire financier, et de ce fait, tu dois le voir comme un partenaire de vie, en fait. Donc, ne va pas le voir que quand tu as des projets. Tu vas le voir au début de ton projet. Tu vois, là je suis parti le voir, j'ai même pas encore signé le compromis. Mais ce que je veux, c'est créer une relation avec lui. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en juillet de l'année dernière. Pratiquement 6 mois ou 8 mois. Voilà, je lui demande comment il va, est-ce qu'il a passé de bonnes vacances, passé de bonnes fêtes, c'est l'occasion aussi. T'as des dates clés, tu vois, début d'année, fin d'année. Même si t'as pas de projet, tu peux aller voir ton banquier. Tu peux lui poser des questions sur l'année prochaine, comment ça va se passer, est-ce que la politique va changer, etc. etc. T'as tous ces éléments-là en fait qui sont à prendre en compte et qui font que tu vas justement pouvoir aller dans le bon sens. Il va pouvoir être arrangeant avec toi ou non. Donc l'erreur numéro 5, c'est de ne pas c'est de gâter ses relations long terme avec son banquier. S'il te plaît, prends soin de prendre des nouvelles de ton banquier, même un message sur ton application, joyeuses fêtes, de joyeux vœux, etc., etc. Ça te coûte rien, mais au moins ça permet à ton banquier de se rappeler de toi. N'oublie pas qu'il a un portefeuille peut-être de 400 voire 500 personnes à gérer. Et il est souvent en urgence à gérer les problèmes et il a rarement des messages pour prendre des nouvelles et savoir comment tout va. Donc ça, c'est le point que j'ai envie de te dire. En ce qui concerne mon projet, écoute, le rendez-vous s'est super bien passé. J'ai pu négocier des bonnes conditions. J'ai pu négocier mettre le moins d'apport possible. En général, il demande de mettre 20% d'apport sur ton projet. Là, j'ai pu négocier en avoir 15% d'apport. Et justement, au fur et à mesure de l'échange que j'ai eu avec elle, elle m'a fait part également d'un produit qu'ils faisaient, dont ils parlent pas beaucoup, mais dont ils peuvent proposer à leurs clients habituels et les clients qui ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Ce produit-là, c'est une sorte de revolving. Alors je m'explique, quand tu commences à avoir du patrimoine net, parce que tu fais des opérations où tu vas avoir un appartement, tu vas avoir un lot qui reste et que tu ne l'as pas vendu et que tu n'as pas envie de le vendre à ce prix-là parce qu'il n'est pas encore assez cher, etc. Enfin, il ne serait pas vendu au prix auquel tu voudrais. Ce qu'il propose, c'est la possibilité de pouvoir te permettre de faire une hypothèque là-dessus, d'accord ? Et ensuite d'avoir une ligne de crédit disponible 24 heures sur 24 à hauteur de ce bien-là. C'est-à-dire que ton bien il vaut 100 000 €, ils vont te le valoriser à 85%, donc 85 000 €. Et donc du coup tu auras 85 000 € de disponible dans ton compte et tu pourras donc dégainer beaucoup plus facilement sur tes projets, ramener l'apport qu'il faut sur la trésorerie, travaux, etc., etc. Donc voilà. Ok, on arrive sur la fin de la vidéo et donc j'ai envie de te dire la chose suivante. Si toi aussi tu vas apprendre à structurer ton dossier comme un courtier, éviter 99% des erreurs ou 90% des erreurs que les gens font lorsqu'ils vont déposer leur dossier, écoute, j'ai une vidéo qui suit juste après qui parle de mon système, le système MATA, maîtrise, action, transmission et autonomie. Donc l'objectif c'est de pouvoir être capable de pouvoir monter un dossier, de maîtriser les règles pour pouvoir monter un dossier comme un courtier, comme un expert en financement, passer à l'action. Donc comment faire pour passer à l'action, comment faire pour aller voir les banques, comment faire pour aller chercher ton financement. La transmission, être capable de pouvoir toi aussi demain transmettre ce que tu as appris. C'est le meilleur moyen de prouver que tu as bien compris ce que tu as appris. Et le dernier, c'est donc du coup
autonomie, parce qu'en fait le but c'est d'être autonome à la fin. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. Dis-moi aussi en commentaire si tu as déjà eu un refus de banque et pourquoi tu as eu un refus de banque. Et entre temps, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.